C'est bon. Trop bien. Ah, ça y est, il y a du monde. Ouais, un petit peu. Allez, bonjour tout le monde. Bon, bah c'est parti. Donc c'est quoi? C'est le 3e numéro de Club Distro? Ouais, Ouais. carrément. Avec le pilote, le C'est premier ça. numéro c'était donc le pilote, on a fait des fanzines. Le deuxième numéro, on a fait les strips, des gags en une page, des gags en 3 cases, en 4 cases, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, on fait des recueils d'histoires courtes. Et on s'est rendu compte en regardant dans nos bibliothèques qu'il y avait un peu deux types en gros là, de recueils d'histoires courtes. Il y avait les recueils d'histoires courtes avec un seul auteur, avec genre, j'en sais rien, souvent des trucs qui sont récupérés de plein de revues qui ont été publiées au fur et à mesure des années et qui sont réunis dans un seul bouquin avec un seul auteur. Salut Robin. Oui, voilà, ouais. Et on commence avec du lourd. On a fait le réglage là-dessus, donc bah écoute, on va rester là-dessus. Et donc bah, par exemple, voilà un bon exemple, Mizuki, Shigeru Mizuki, donc grand auteur japonais, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il y a perdu un bras, créateur de Kitaro, qui est son héros le plus connu, qui a connu plusieurs adaptations animées, un etc. personnage culte au Japon, notamment. Ouais, hyper connu encore maintenant, il y a encore des adaptations régulièrement au cinéma, Ouais. en animé, etc. Et donc Shigeru Mizuki, qui commence à faire du manga en revenant de la guerre, il me semble. Non. Avant même. Ah oui, avant, parce qu'il faisait du Kameshibai avant, c'est ça? Non, c'est après la guerre, tout ça, si je me trompe pas. Il raconte tout dans Ville Mizuki, qui est genre, je pense, une de mes BD préférées et une des meilleures BD de l'histoire de la BD. C'est quoi, c'est 2 gros tomes, il me semble? C'est 3 gros tomes, il faut un budget parce que ça vaut 30 € l'unité. Comme tous les autres, ils seront chez Cornelius, de toute façon, c'est un de leurs plus gros auteurs. Et donc du coup, il a aussi fait plein d'histoires courtes, Mizuki. Ouais. Et donc il y a 3 rues des mystères qui est une série d'anthologies, en fait, une série de recueils d'histoires courtes de Mizuki. Et moi, on peut rarement discuter avec moi de bande dessinée sans que j'amène Mizuki dans la conversation. Donc j'ai décidé d'amener ça. Et donc là, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites histoires. Alors c'est dommage, il n'y a pas les dates, mais qui ont sans doute été publiées dans différentes revues, différents journaux, sans doute Garo, j'imagine, et sans doute d'autres. Et bien sûr, comme toujours avec Mizuki, avec un côté fantastique, un côté, fantastique dans le sens vraiment littérature fantastique, avec un élément de surnaturel qui va arriver, avec des choses étranges, parfois assez subtiles, parfois là, par exemple, la première histoire, on voit pas très bien ce qui se passe de fantastique. Histoire, c'est, si je me trompe pas, une histoire avec un taxi fantôme, c'est ça? Exactement. Très bonne histoire. C'est très intéressant, donc Mizuki qui ici est dans la team des auteurs de bande dessinée japonaise d'horreur. Mais Mizuki va avoir 2 caractéristiques selon moi. La première, c'est d'avoir un ton toujours assez enfantin, surtout en fait, et même dans l'horreur. Mais au-delà de ça, notamment avec du fait que sa passion de l'horreur vient de l'enfance et vient de sa fameuse nourrice qui s'appelait Nonomba. Il y a un livre édité aussi par Cornelius qui raconte son rapport avec elle, qui est la personne qui lui racontait des histoires d'horreur quand il était tout petit, et donc tout ça vient de là. Et justement Robin parle de l'intégrale l'encyclopédie des yokai chez Cornelius aussi, qui est une œuvre magistrale et qui justement regroupe en fait tout ce truc autour des yokai. Mais on a un truc toujours extrêmement bienveillant avec Mizuki, et c'est une espèce de Candide sur le monde, et justement il met beaucoup d'énergie dans Ville Mizuki là-dedans, à bien montrer à quel point il est en décalage avec tout ce qui l'entoure, et il raconte ça, et à la fin il raconte un peu sa passion de l'ésotérisme et l'argent qu'il a mis dedans, et montre bien que effectivement oui, il est vraiment en décalage et que c'est un gogo et qu'il en s'en rend compte, mais quand même ça c'est drôle. Je sais pas si tu as vu cette BD, je crois, de 2 pages qu'il a fait, où il discute avec Tezuka et un autre grand mangaka de ces années-là,
Et les mecs lui disent « Oh, on a des deadlines par-dessus la tête et tout, j'ai dessiné tant de planches cette semaine. » Et Tezuka qui renchérit en disant « Oh, tant de planches, mais moi j'en ai dessiné mais 2 fois plus, j'ai 4 séries en cours. » Et Mizuki qui est là « Oh là là, moi mes trucs sont en retard, j'ai une série en cours, enfin voilà. » Et surtout, je mange et je dors bien. Ouais, c'est ça. Et les autres sont « Oh, pas le temps pour manger, pas le temps pour dormir. » Et bon, bah, les deux, ils sont morts à 40, 50 ans, un truc comme ça. Mizuki, il est mort centenaire. Et la conclusion, c'est ça. Si vous voulez vivre longtemps, et c'est lui qui le dit, si vous voulez vivre longtemps, mangez et dormez. Donc ça, c'est un conseil, Conseil de Mizuki. conseil de Mizuki aux auteurs. Et voilà. Planquez-vous pendant les guerres. Oui, voilà. Non, évidemment, c'est pas si simple que ça l'histoire de Mizuki. On fera un club distro spécial Mizuki. Ouais. Du coup, on va peut-être passer à un autre bouquin exprès pour vous garder des trucs à dire sur Mizuki la prochaine fois. Bon alors, étrangement, et je pense pas que ça soit si étrange que ça, j'ai aussi énormément de recueils de bande dessinée japonaise. Ouais. Je pense que ça vient notamment du fait que la bande dessinée japonaise est éditée maintenant et qu'un des meilleurs formats c'est d'éditer en recueil. Donc comme tu as fait de la BD japonaise, on va peut-être pas faire de la BD japonaise tout de suite, on va passer à un classico. Yes. La shit est basique. Alors ça, ouais. Voilà. Si tu voulais me faire plaisir, c'est ça qui fait. Ça fait très plaisir. J'espère que tous les fans des canards sont en feu ici. Tous les fans. C'est rigolo parce que j'ai présenté ce livre à mes étudiants de l'iconographe cette semaine et ils étaient là genre en mode ok, on s'en fout en fait. Là, vous vous rendez pas compte de ce qu'il est en train de s'échouer ici. C'est marrant parce que je pense qu'on pourrait trouver pas mal de points communs entre Barks et Mizuki. Tout à fait. Et il y a vraiment, oui, il y a une. En y réfléchissant un peu plus que là, je viens juste de le faire, hein, mais. Il y a un mémoire à écrire. Bon, Karl Barks, j'imagine que vous connaissez, c'est le créateur de tout l'univers étendu de Donald. Donc Donald a été créé par un dessinateur chez Disney, j'imagine. Ouais. Et Karl Barks a inventé quasiment ce qu'il y a autour, donc principalement Picsou, les neveux. Le cousin chanceux, Daisy Duck et sûrement des tonnes d'autres. Mystique, absolument. J'en trouve tout. Donc Gontran Bonheur, tu l'as donné. Je vais faire du flex avec des personnages moins connus peut-être. Non, la grand-mère peut-être. Bon. Oui, la grand-mère, ouais. Grand Madoc, là, je me rappelle plus comment il l'appelle en français. Et notamment, c'est un auteur qui est... et souvent, on connaît très bien l'autre grand dessinateur des canards, c'est... Don Rosa, ouais. Qui est connu et apprécié des enfants, notamment pour un dessin absolument virtuose et hors du commun. Ouais. On aura très dans le détail, très dans le chipotage. Et dans le volume, moi, c'est un truc qui me rendait assez ouf. Par rapport à Barks, oui. Non. Par rapport à Barks, et ce qui est fou, moi, un des trucs que j'adore, j'aime bien mettre le doigt sur ces kinks. Il y a une des formes qui me satisfait le plus de l'histoire de l'humanité, c'est le cul des canards. Le cul. Et chez Don Rosa, il y a presque de l'emphase sur le volume des canards. Attendez, je recadre un peu, j'en profite. Voilà, c'est mieux comme ça. Plus à plat, la caméra plus à plat. Et donc, ce qui caractérise Barks, c'est pas un dessin virtuose, mais c'est plutôt des histoires toujours folles, un ton hilarant, un ton ultra cynique que moi j'adore. Tous ceux qui suivent un peu mes BD, des tons un peu énervés, un peu en colère. Les personnages de Barks sont systématiquement sur les nerfs, sont systématiquement énervés. Regardez, ils sont toujours les yeux froncés. Ouais. Ça va à 2000 à l'heure, c'est toujours n'importe quoi. Ouais. Les histoires sont adorables, on rentre dedans à chaque fois. Il est question d'univers fantastique. C'est quelque chose qui a vachement inspiré Don Rosa justement, mais qui lui allait beaucoup plus loin et a donné du dessin en fait. Là où Barks a un espèce de dessin ultra efficace en mode cartoon, Don Rosa lui a un dessin en mode virtuose qui vous fait voyager, qui vous fait rêver. Donc ils sont extrêmement complémentaires, mais le côté pile de la pièce, c'est Karl Barks, un artiste vraiment incroyable que si vous n'avez pas découvert, je vous invite à découvrir. Ses intégraux sont moches, font pas bien dans une bibliothèque.
bibliothèques et sont chers. Ils sont chers pour ce qu'ils sont. Ça se voit en plus, là, celui de Philex, il est abîmé et ça m'étonne pas du tout. Le choix des couleurs est pas dingo. La typo, ça va, mais genre, il y a des trucs, des onomatopées qui n'ont pas été dessinés à la main, qui sont à l'ordi et tout. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a des articles aussi, des intros et tout, qui sont pas folles, il me semble. Moi qui lis jamais les articles et les intros parce que je suis trop paresseux, je les ai tous lus en disant oh, c'est pas trop intéressant. C'est tellement léger qu'on les lit. C'est paradoxal. Et s'il y a des fans de Canard qui veulent des vraies belles éditions, et je pense qu'un jour je veux le faire, il faut aller acheter celle de chez Fantasgraphique. Ah d'accord, ok. Parce ils ont récupéré tout le boulot qu'ils ont fait chez Fantasgraphique, je pense, pour ces éditions-là, mais sauf qu'elles sont plus grandes, elles sont plus belles, et je pense que l'appareil critique qui accompagne les histoires doit être bien mieux. Ouais, en fait, honnêtement, nous on est tous les deux un peu éditeurs, enfin plus qu'un peu, mais c'est pas facile, c'est pas difficile de faire mieux que ça. Désaturer un tout petit peu moins les couleurs. Non mais regarde, genre la pagination avec les petits traits là. Avec un papier un peu plus blanc, une plus belle marge, ou juste une marge plus travaillée, et puis éviter ce genre de choses. C'est même pas un dessin de Karl Barks. C'est des trucs qu'ils ont vectorisés. C'est ces dessins qu'ils ont vectorisés. Regardez ça. C'est pas incroyable. J'adore l'expressivité. C'est exactement ce que tu dis, Perceval. C'est en fait, mais moi aussi, enfant, je me ruais sur Don Rosa et Karl Barks, c'était justement l'auteur que je lisais pas dans Pix Magazine. Et il m'a fallu la vingtaine pour me rendre compte du génie de l'auteur. Et regardez la puissance de ce dessin. Moi qui adore le cartoon, c'est quelque chose que je cherche à chaque fois que je dessine du cartoon. Ça marche hyper bien. Une telle puissance. La plupart des histoires ont bien vieilli en plus. Et moi c'est pareil, genre j'étais peut-être plus fan de Rosa étant gamin, et je le suis encore. Mais en relisant récemment du Barks, je me suis rendu compte à quel point c'était un grand auteur. Clairement un auteur, bon évidemment je pense qu'on enfonce des portes ouvertes ici, mais c'est toujours un plaisir de parler des canards. Alors, est-ce qu'on... Tiens, tu sais quoi, je vais essayer de passer du japonais, parce que j'ai encore beaucoup de trucs japonais. Tiens, on va mettre une grosse pointure. On va mettre une pointure. Ouais. Katsuhiro Otomo. Et là, j'ai une anthologie de Katsuhiro Otomo. Oui, très belle anthologie. Qui s'appelle juste Anthologie. Qui est par Ocean Sensei. Et que j'ai pas relu depuis un moment. Et en fait, c'est ces histoires... Oui, des histoires courtes, là pour le coup, qui sont vraiment parues, la plupart, je pense, avant Akira, dans différents magazines, et dans une édition qui est vraiment pas trop dégueulasse. Il y a des trucs de lettrage à l'ordi que je trouve moyen. Et en fait, je me suis rendu compte, alors on a Memories, qui est devenu une adaptation en animé après. Ah d'accord, oui. Magnetic Rose, c'est devenu. Okay, l'anthologie, c'est Memories, donc c'est une série d'histoires courtes. La plupart des designs ont été refaits, les personnages ont été redessinés, mais la trame est là. Et donc, Otomo, c'est d'une beauté. Alors c'est le découpage, pour toutes les personnes qui se posent des questions, voilà, c'est un moment assez crucial. C'est un moment où, pour moi, dans la bande dessinée japonaise, se connecte une vision indépendante et alternative vraiment de la bande dessinée et une vision mainstream. Vraiment une sorte de point culminant où les deux sont liés et ensuite la séparation va se refaire. Il y a une inventivité là dans les cadrages avec l'excuse de la pesanteur qui est vraiment hyper génial. Il avait aucune raison de faire ça d'un point de vue lisibilité. C'est juste une invention graphique pour le plaisir de pouvoir la faire. Et pour la compo aussi. Et pour la lecture, quoi. C'est ça. On a une composition c'est vraiment de purement lecture esthétique, qui est très puissante. Et lecture, oui, bien sûr. Et donc, voilà, on a une série d'histoires courtes. Et alors, j'ai découvert un truc en regardant des vidéos d'Américains qui parlent d'Otomo, etc. C'est des anthologies que eux n'ont pas, ou non plus. Parce qu'en fait, l'édition d'Otomo est extrêmement difficile aux États-Unis, et on a eu le bol en France d'avoir des éditions qui sont beaucoup plus disponibles. C'est hyper bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des espèces de raisons légales qui font que il y a plein de trucs qui n'ont jamais été publiés aux États-Unis.
Ils ont aussi pas beaucoup de trucs de Mobius, mais parce qu'ils veulent pas payer correctement. Ah oui, ouais. Ce qui est bon, bah, tant pis pour leur gueule. Il y a d'autres inventions graphiques là, par exemple. Alors ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais là, par exemple, l'image a été, j'ai l'impression, prise en photo sur une télévision pour avoir une espèce de tramage comme ça. Je pense pas qu'il avait d'ordi encore à l'époque. Pour avoir des espèces d'effets super intéressants comme ça. Je sais que dans Akira, par exemple, il avait fait les effets à l'ordi à la main, parce qu'il n'avait pas d'ordi justement. Ah d'accord, ok. Ouais. Il y a genre des images pixelisées et elles sont été faites à la main. C'est 84, un truc comme ça, Akira, je dirais. Je ne voudrais pas dire de bêtises. 84, en tout cas, dans ces années-là. Alors, par exemple, la première histoire, elle est de 79. 79, ah oui, d'accord. Et alors, non, effectivement. Ouais. Celle-ci, elle est de 81. Ah, mais c'est ça, on oublie à quel point Otomo revient des âges farouches. Hein. Quand on regarde le contexte autour de lui, déjà, il va influencer énormément de personnes, graphiquement, et au niveau des histoires aussi. Alors, celle-là, elle est hyper flippante. Ah, c'est une beauté. Moi, j'adore le découpage. En fait, j'ai lu ce bouquin il y a longtemps, mais tu vois, j'ai complètement oublié, j'ai envie de le relire. Là, ah, mais écoute, je te le laisserai peut-être si t'es gentil. Ça me rappelle un épisode de Star Trek Next Gen. Mais bon, ça c'est pour les gens qui regardent Star Trek. Pour les Trekkies. Ça se finit pas bien. Ils sont nombreux ici, évidemment. Voilà, donc bon bah voilà, si vous êtes fan d'Otomo, ça fait partie des trucs un peu moins connus qu'il a pu faire. Avec, à tort je trouve, Domu. Ouais, mais Domu, rêve d'enfant en français. Ouais. Domu, faites gaffe en français parce qu'il y a deux éditions, il y en a une dans le sens de lecture occidentale et oriental, japonais, et moi je me suis fait avoir. un des trucs qui est marrant avec Domu, c'est que Domu c'est un des premiers bouquins qui a été édité en France du manga dans son ensemble, qui a été édité juste après Akira, dans la foulée d'Akira, et qui a eu beaucoup moins de succès parce que c'est une œuvre qui est beaucoup plus parallèle en fait, qui est beaucoup moins. L'échelle est beaucoup plus intimiste. Les thèmes sont plus compliqués. Il n'y a pas ce côté adolescent rebelle qui avait cliqué avec beaucoup de gens de cette génération à la lecture et qui intéresse peut-être moins les gens maintenant, j'en sais rien. Enfin, ça clique peut-être pas autant. Qui est plus de genre, et puis l'histoire est moins prenante, moins feuilleton. Bon, pour raconter, c'est vraiment un truc que je conseille à lire. C'est vraiment une œuvre qui est incroyable, Rêve d'enfant. Et déjà c'est un one shot, qui est aussi quelque chose, je pense, qui a été mal défendu en tant que one shot en fait. Est-ce qu'il vaut mieux rien dire sur ce truc, parce que je trouve que si tu le lis sans savoir ce qui se passe dedans. Oui. Il y a des vraies surprises, j'ai l'impression. Et je pense qu'un des trucs qui fait que ça a été moins instantanément pris, c'est que la mise en scène a 2-3 brutalités en fait. Il y a 2-3 brutalités de mise en scène qui en font vraiment une œuvre brute, moins que Akira, qui est une espèce de chef-d'œuvre de virtuosité du début à la fin, où genre en fait n'importe qui du plus rude cancrelat du fin fond du monde jusqu'au plus au plus déterminé bourgeois, tout le monde trouvera incroyable Akira. Je connais des gens qui aiment pas Akira, mais je vais pas donner de nom parce que je suis pas une balance. Donc j'ai pas envie de tailler chez eux pour les convaincre. Moi j'ai essayé, donc ça marche pas. Après Akira, je trouve ça. On va pas rester sur Akira. On va continuer sur nos recueils d'histoires courtes. Recueil d'histoires. Bon, allez. Pareil. Là, on enfonce des portes ouvertes. Comme on parlait des Moomins et Tove Jansson, c'est quelque chose qui est assez. C'est une œuvre qui est quand même assez connue. Il y a Tove Jansson, c'est une autrice, alors je ne me trompe pas à chaque fois, finlandaise ou norvégienne? Il me semble que c'est finlandaise. Qui est romancière dans les années 50 et qui, à un moment de sa carrière, commence à faire passer ses romans en bande dessinée. Et ce sont des histoires courtes qui s'adressent aux enfants, mais aussi bien aux adultes, et même ce sont pour des enfants très éveillés. Pour faire penser à des choses plus contemporaines, ça me fait beaucoup penser à Barnabé, l'ours,
ou alors absolument incroyable. On aurait pu mettre dans les trucs, dans les strips. Ce sont des histoires courtes qui se passent dans un univers onirique, proche d'une société campagnarde. Ça se passe à la campagne, c'est des petites maisons, c'est des petits villages. Ça fonctionne en petits groupes, en petits comités. Et c'est une société de trolls qui sont absolument mignons. Un des trucs qui caractérise les Moomins, c'est que tout est extrêmement beau, tout est absolument adorable. Mais en même temps, c'est pas uniquement là pour nous séduire, c'est aussi là pour nous raconter quelque chose. Et il y a au fond de ça, les Moomins sont mignons aussi parce qu'ils sont candides d'une certaine manière. Et le monde qui entoure les Moomins n'est pas que bienveillant, n'est pas que protecteur, ce qui va permettre à Tove Jansson de nous parler de sa vision des choses. Et sa vision est assez radicale, ultra contemporaine, ultra avant-gardiste, que ça soit sur plein de questions très importantes, les groupes sociaux, le genre, le couple et les tâches et tout ça, qui sont des choses très intéressantes. Donc c'est une œuvre à ne pas manquer, à mettre entre toutes les mains oui, et faites attention, vous risquez d'être plus malin après. Non, c'est con de dire ça, Moi, ma découverte des Moomins, c'est hyper tôt parce que ma mère avait les romans des Moomins, enfin, elle en avait un en tout cas, et avec les illustrations de Tove Jansson à l'intérieur du bouquin, quoi. Et pendant des années et des années, les Moomins, c'était le truc que je connaissais que personne d'autre connaissait. Et c'était une solitude insupportable. Je me rappelle avoir ramené ça en cours aux Arts Déco, ramené mon roman des Moomins quelques années avant que le Lézard Noir réédite les trucs, et genre 2 ou 3 ans avant qu'il reçoive un prix à Angoulême, un truc comme ça. Les profs ne connaissaient pas Tove Jansson, ils ne connaissaient pas les Moomins. Et j'étais là, mais qu'est-ce que vous foutez les gens ? Et j'étais là, mais putain, mais incroyable, pourquoi personne ne connaît ? Et alors, ma génération, ils connaissent un petit peu le dessin animé, qui passait à la télé, etc., qui était réalisé au Japon. Mais les bouquins étaient extrêmement durs à avoir avant que le Lézard Noir les réédite. Et donc, ils ont réédité les romans, les bandes dessinées, et même les livres de cuisine, enfin vraiment tous les trucs qui pouvaient leur passer sous la main. J'ai l'impression que c'est un peu leur gagne-pain, là, au Lézard Noir. C'est leur truc qui bouge du carton, quoi. Effectivement, Lézard Noir sous un autre nom qui s'appelle Le Petit Lézard, qui est l'édition. Oui, je pense qu'effectivement ça a été leur nécroïsme, et après ils peuvent éditer des livres de mangaka pédophiles. D'ailleurs, ils sont là, hein. On les a réunis dans la même pièce. Je blague, j'aurais pas dû introduire ça comme ça. En plus, c'est à moi d'enchaîner, donc ça va être fantastique. Est-ce que tu vas nous parler de Maru ? On va continuer avec des autrices, tiens. C'est Lucille qui m'a dit moi du coup en histoire courte moi je pense à Alma. Alma de Tarmaz. Et je me suis dit mais oui, en fait c'est vraiment un recueil d'histoires courtes. Et alors ce que je trouve hyper intéressant pour le coup avec Alma, c'est que je pense que dès le début ça a été conçu comme un recueil d'histoires courtes. Alors qu'on va voir pas mal des bouquins qu'on a ramenés qui sont en fait finalement des bouquins qui réunissent, qui agrègent des histoires qui étaient prévues pour être autonomes, qui n'étaient pas prévues pour être dans des livres, qui étaient prévues pour être dans des revues, ou dans des anthologies collectives ou des choses comme ça. Et je pense que Alma, pour le coup, a vraiment été pensé comme un recueil d'histoires courtes dès le début, en fait. À vérifier, bien sûr. Donc Alma, le principe, c'est Alma, donc il y a une espèce de figure mythologique qui va traverser les différentes histoires du bouquin, qui a une espèce de sorcière cosmogonique, cosmique, ou alors une petite vieille qui n'a pas de pouvoir, ou alors un monstre mythique. D'une histoire à l'autre, elle aura un visage, une personnalité, un aspect, ou des implications complètement différentes. Et ça, c'est assez... c'est hyper intéressant, je trouve, parce que tu as vraiment un côté... pas mythologie, mais pour le coup folklore. Avec cette espèce d'inconsistance du folklore, des figures qui reviennent, mais qui sont déformées, transformées à chaque fois qu'on les raconte.
on pense aux contes des frères Grimm qui sont en fait une version figée des contes folkloriques, où on dit ah la vraie version de Blanche-Neige, c'est ça et tout. Non, il n'y a pas de vraie version de Blanche-Neige, il y avait des centaines de versions de Blanche-Neige en fonction des régions, des gens qui les racontaient, des soirs où on les racontait en fonction de ce qu'on voulait avoir comme ambiance dans la maison, etc. Et j'ai vraiment l'impression de voir ça, d'avoir une veillée au coin du feu avec une espèce de mythologie inconnue. Vraiment un bouquin, en plus, graphiquement, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est magnifique quand même. Je trouve ça un peu foncé au niveau de l'impression. Ah oui. Ça se voit pas du tout à la caméra d'ailleurs, ça lui rend service. Étrangement, ouais. C'est un peu plus sombre. Là, on a l'effet un peu Dal Macintosh. Tout est super beau. Mais en fait, je pense que sur son écran d'ordi, ça rendait comme ça. C'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Évidemment, alors c'est peut-être complètement assumé. En fait, connaissant leur boulot, c'est édité chez Même Pas Mal. J'ai pas eu de retour sur la façon dont ils travaillent, mais on voit le livre. Je pense qu'ils sont allés jusqu'au bout. Je pense que c'est un parti pris. Sans doute. Thomas est une autrice qui est quand même extrêmement complète, ultra variée. Regardez la beauté du livre. C'est un très beau livre. Moi, je leur fais confiance pour que ça soit un parti pris éditorial. Il me semble d'ailleurs financement participatif pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Donc intéressant à noter, un livre qui a été financé de façon participative. J'ai l'impression que les éditions Même Pas Mal, ils ont bien compris que c'était un outil intéressant pour éditer certains. Surtout avec quelqu'un comme Tarmas qui a une communauté vivante forte. Ouais. Yes, super. Et très très bon livre, une maison d'édition extrêmement intéressante. On est évidemment amené à en reparler. Je vais passer par pour moi un indispensable. Je pense que c'est un bouquin. On en parle jamais assez. C'est un artiste qui est très méconnu. Alors je connais pas du tout, du coup tu vas m'apprendre des trucs. Voilà, je suis ravi en fait parce que quand je l'ai découvert moi, les gens qui en parlaient, je sais plus qui c'était, en parlaient vraiment comme un absolu indispensable. On dit coucou à Lucille évidemment. Un absolu indispensable. Et en fait, au final, moi-même, j'ai lu quelques trucs et je l'ai moi-même considéré comme un indispensable. Et ensuite, je l'ai mis de côté, croyant que c'était quelqu'un qui était extrêmement célèbre. Mais en fait, c'est pas tant le cas. Et donc, je vais profiter de cette occasion pour vous parler de cet artiste qui est pour moi un des artistes mangaka les moins connus et les plus intéressants du manga au sens traditionnel, mais qui est une des rares personnes vraisemblablement qui se revendique encore aujourd'hui du Gekika. C'est intéressant. J'ai lu ça dans un article. C'est un peu la vieille alors. Donc c'est un ancien et qui a une histoire qui est très marrante, qui est racontée. Je fais du mystère. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'attention qui est une histoire très drôle qui mérite quand même d'être racontée. C'est une autre époque. Il s'occupait, de sa famille. Ses parents ne s'occupaient plus de ses frères et sœurs. Il était le seul à s'occuper de ses frères et sœurs et il faisait des ménages dans un lycée pour nourrir ses frères et sœurs. Un jour, il y a un de ses senpai qui l'a croisé, il lui a dit je fais de la bande dessinée dans une revue et tout, peut-être que toi qui aimais bien l'histoire, tu pourrais faire de la bande dessinée dans cette revue historique. Dans la nuit, il a fait 8 pages qu'il a envoyé à la revue. La revue l'a engagé et à partir de ce moment-là, il a gagné sa vie grâce à ça. Et plus besoin de faire le ménage. Voilà. La vie des boomers. Mais tenez-vous bien, il nous a laissé, en plus d'un monde détruit, ils nous ont laissé quelques mangas pour compenser le réchauffement climatique. Une œuvre incroyable. Voilà. Un des trucs, c'est une histoire de dingue. Un des trucs incroyables et moi que j'adore particulièrement chez Hiroshi Hirata, ou Hirata Hiroshi, qui sait, c'est sa précision et sa passion d'histoire. C'est quelqu'un qui est passionné d'historien, et qui va et de philosophie, et qui va constamment imprégner dans son travail l'histoire, la philosophie et sa troisième passion, et vous le verrez, la calligraphie. C'est vraiment un artiste
complet, extrêmement humble. Tous les amateurs d'esprit samouraï, etc., d'esprit du code de l'honneur seront ravis. Mais c'est aussi quelqu'un, et c'est là où son intelligence, c'est aussi quelqu'un qui est constamment dans la critique de cet esprit-là. C'est autant quelqu'un qui va être dans la mise en valeur de l'esprit que dans la critique. En disant, l'esprit, c'est aussi la façon de remettre en question. Et donc, ce livre est un recueil de nouvelles, mais qui est quasiment pas un recueil de nouvelles parce que c'est de la triche. Ce sont genre 6 ou 7 nouvelles, j'ai triché, 6 ou 7 nouvelles, mais c'est quand même des histoires courtes. Mais elles sont tellement bien réunies entre elles qu'on est à deux doigts de tricher. Donc c'est 5 ou 6 nouvelles d'histoires courtes qui sont toutes réunies sur le thème du sacrifice humain. Oh, wow. Et donc à chaque fois, il va nous raconter une situation d'humains qui sont pour une raison ou pour une autre sacrifiés ou mis en jachère. Et il va faire de la réflexion dessus. Alors, les trucs qui me viennent, il y a une histoire d'un homme qui s'est tranché la tête pour pouvoir régler une situation et dire dans quelle la triche, de quel côté il fallait qu'un endroit aille. En fait, pour pouvoir décider, il s'est coupé la tête, il a fait tomber sa tête dans le ruisseau, sa tête est allée à droite et donc ça voulait dire qu'il fallait aller à droite, tu vois, parce que les gens n'arrivaient pas à se décider. Okay. Il y a une histoire incroyable sur un maître qui nourrit ses chiens avec du riz et met ces hommes avec du millet ou avec des trucs encore plus pauvres que du millet. Et donc c'est l'histoire de ces paysans qui vont manger le riz des chiens et l'impact que ça va avoir. Il y a une histoire d'un homme qui toute sa vie économise les moindres choses et tout le monde le fait passer pour un pingre parce que le moindre grain de riz il le récupère et à la fin 10 ans après, une fois où il avait récupéré un fil de fourreau de sabre, son maître lui dit en mode est-ce que tu as toujours ce fil de fourreau de sabre? Il sort le fil de fourreau de sabre et le mec remet le fil il utilise le fil 10 ans après, hein, je crois que c'est vraiment ça l'histoire. Et là, il se fait couvrir d'or parce que il est un exemple pour tous de sacrifice humain, etc. C'est génial. C'est des sacrifices parfois métaphoriques, voilà, des trucs comme ça. Ok, d'accord. C'est hyper intéressant. C'est un artiste qui travaille énormément autour de ça. Ça a l'air hyper beau en plus. Et puis graphiquement, et en fait c'est ça que j'adore avec Hiroshi Hirata et qui moi me semblait être un artiste essentiel. Pour moi, c'était évident en fait que tout le monde connaissait Hiroshi Hirata, mais ça ne l'est pas. Regardez le dessin, c'est hors du commun. On est sur un dessin qui est d'une virtuosité et puis qui est un truc vivant. Je lis certains mangas en ce moment où je trouve que les virtuosités n'apportent rien. Et là, on est sur une vibration. Il n'y a rien qui n'est pas dessiné, mais tout est dessiné avec des courbes. En même temps, il y a des noirs de composition, il y a de la dynamique, il y a de la trame. Tout est là en fait. C'est relativement réaliste, sans être figé. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a vraiment un trait, il y a une énergie dans le. Ah ouais, non, c'est hyper chouette. Hein. Voilà. Ça a l'air super intéressant. Il y a plein de choses. Honnêtement, j'ai pas tout lu, mais il n'y a rien que j'ai lu qui m'a pas plu. C'est vraiment un artiste complet. Il y a des petites histoires autobiographiques qui sont absolument géniales, super cool. Mais ça, c'est plutôt si vous avez envie vous êtes fan d'autobiographie et que vous avez envie de compléter l'aventure. Voilà, allez découvrir Hiroshi Hirata. Un auteur magistral des années 80, enfin donc de 70 à 90 au Japon. Alors j'ai envie de partir sur un truc graphiquement complètement aux antipodes. Le secret de la momie de Jason. Donc Jason qui nous vient des pays de la Scandinavie. Voilà, on va faire tout le paquet là-haut. Je sais pas d'où il. Oui, moi non plus. J'en sais rien. Je sais qu'il vivait à Montpellier un moment. C'est un Norvégien, me semble-t-il. Il me semble aussi. Mais enfin, ce sera pas marqué. Hein. Donc, oui, c'est ça. Jason, il est là, voilà. T'imagines ? Donc c'est sa tête, donc vous pouvez en déduire sa personnalité. Et donc c'est un recueil d'histoires de Jason avec certains trucs qui sont assez vieux. D'ailleurs, on voit que son dessin n'est pas encore tout à fait fixé. On voit que c'est un peu plus, un peu plus maladroit que ce qu'il va pouvoir faire. Merci Perceval qui précise qu'il est bien norvégien. Ah, merci. Je suis. Alors attends, je vais essayer de cadrer ça correctement. Voilà. Et donc Jason qui a un style de dessin qui est hyper particulier. Tiens, les animaux humanisés comme ça. Enfin oui, les animaux humanisés comme ça. Ça rappelle Barks aussi.
et qui a un humour hyper froid, hyper analytique, avec des gags très pinces sans rire. Et donc là, il nous fait un recueil d'histoires courtes comme ça, avec des collages des fois, donc il expérimente un peu des choses comme ça. Et je sais que dedans, il y a une histoire que j'adore, qui est en fait comme un film muet en fait. Il réutilise les codes du muet pour faire une bande dessinée. Donc il y a vous savez, les ronds noirs pour faire les focus sur certains éléments dans la case. Il me semble qu'il y a des cartons pour les dialogues, des choses comme ça. Et une autre particularité de Jason, c'est de bien aimer mettre en scène des figures de la pop culture. Donc là, on a Frankenstein. Vous connaissez peut-être sa bande dessinée où il y a D'Artagnan aussi, qui est mis en scène avec des robots de l'espace. Là, on a des aliens, on a Elvis et tout. Donc c'est trop drôle parce que ce genre de référence pop culture, d'habitude, on voit ça dans des trucs un peu plus, un peu plus graphiquement élaborés ou des trucs comme ça, je pense. Et là, son style hyper synthétique avec des têtes de chiens et d'animaux ou d'oiseaux donne un côté un petit peu décalé qui est assez drôle, je trouve. Là, on a un artiste néandertalien avec son pagne et son béret. Voilà, et avec des chutes comme ça. Moi, ça me fait rire, en tout cas. Voilà. Oui, Jason, vraiment un auteur assez paranormal. Ouais. Qui est vraiment hyper bizarre par rapport... Ah bah voilà. Et moi, justement, ça fait partie des... une de mes craintes vis-à-vis de l'avenir, c'est que il y ait moins de place pour des auteurs comme ça. Mais peut-être que c'est uniquement du vieux conisme. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a fait une carrière, qui a fait plein de bouquins. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai beau avoir les rêves, ça ne me touche pas toujours. Parfois, je trouve ça... je pense que ça plaira pas à tout le monde. Hyper lunaire. Et le parti pris de ne pas avoir d'expression sur les visages, c'est radical. Hein. Il y a assez peu d'expression sur les visages. Là, on voit, il y a quand même des trucs. Hein. Mais alors, les yeux restent ronds. Il y a un côté un peu... RG poussé jusqu'au bout, dans la ligne claire, avec plus d'aplats de noir quand même, hein, parce que voilà, et plus de meufs, heureusement. On va pas partir là-dessus parce qu'on en a pour un moment. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de références à la bande dessinée franco-belge classique, avec des choses comme ça. Voilà. Non, mais je pense, faut tester quoi. C'est le genre de truc que tu peux pas savoir si tu vas aimer sans avoir lu. Oui, absolument. Après, je le conseillerais pas forcément à tout le monde. Il faut avoir lu. On est à combien de temps d'émission? Attendez, on va regarder vite fait. 17h05. On va voir si on est plus à la fin qu'au début. Ok, alors je vais ouvrir vite fait. Bon, vous êtes 3, mais au moins vous êtes 3 depuis le début. On sait que vous êtes là. C'est 38 minutes. On est tranquille par rapport à notre rythme habituel. Très bien. Donc alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de trucs. Évidemment pas tout regarder, mais allez, ça. On va regarder pour la prochaine fois peut-être. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire un deuxième épisode. Mais largement. Ici, moi, c'est un recueil que j'aime beaucoup. Je fais une dédicace à S'y passe par ici, à Zad Kokar, évidemment, dont on parlait le travail. Je sais que c'est un livre qui nous a vachement réunis autour. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, donc, c'est un comics édité chez l'association par JC Menu. Qui a longtemps été l'éditeur de l'association, c'est plus le cas. Ouais. C'est un des auteurs qui a mis des mots sur ce qu'était la nouvelle bande dessinée, ce qu'était la bande dessinée. Il fait partie des gens à avoir donné beaucoup d'énergie à la création d'une nouvelle bande dessinée, enfin de la création d'une compréhension d'une nouvelle bande dessinée par certains acteurs et actrices, on va dire. Puis il a fait partie d'une espèce de boom des indés, fin 90, début 2000, je dirais, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Avec l'assaut, tout bêtement. Avec l'assaut, tout bêtement. Et puis c'est quelqu'un qui est dans les revues depuis toujours. Ouais. Et mais bon, donc c'est quelqu'un qui est clairement
clairement très important. Et puis moi, même au cœur de ma lecture et des choses qui est même, on va dire, centrales. Mais bon, ça, c'est à chacun son jugement. On a tous notre centre. Malgré quelques... C'est une autre génération, hein, ça va se sentir même là-dedans. Mais moi, il me semble important quand même de parler de ce bouquin. Ce bouquin est vraiment très chouette. C'est une petite compilation d'histoires plus ou moins courtes. Je ne savais pas si je le mettais dans les strips ou si je le mettais là, mais voilà, ça tombe bien, il a sa place. Je pense que c'est plutôt des histoires courtes. C'est des successions d'anecdotes, de chroniques et de choses qui sont disparates. C'est ni vraiment un one-shot puisque c'est complètement amené à être continué à l'infini, même s'il n'y a que 2 tomes pour l'instant. Puis avec le Covid, il risque plus d'y avoir de tomes, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, dans cette introduction, vous comprendrez que Menu va principalement vous parler de sa passion des disques, du log groove qui est un sillon infini sur les disques vinyles et autour de ça de toutes les anomalies musicales qu'il a pu croiser autour de lui. Alors évidemment c'est une vision autour d'un monde très centré autour de l'impression en vinyle et des concerts, ce qui aujourd'hui prend un sens différent, que ce soit au niveau des concerts, même à côté du stream. Aujourd'hui, maintenant, la musique s'écoute sur Internet, en streaming. Et donc, c'est des approches différentes qui peuvent paraître datées, mais l'œuvre de bande dessinée en elle-même vaut largement ce détour psychologique de se mettre à la place de cette personne qui pense encore que la musique s'écoute en vinyle. Même si c'était un pic amical évidemment, pour pas être trop complaisant avec cette personne que j'aime tant. Et donc voilà, c'est une bande dessinée que j'adore, extrêmement inspirée de la bande dessinée américaine, en même temps ultra autonome et ultra créative, et tout autant inspirée de la bande dessinée européenne. C'est une bande dessinée ultra fonctionnelle. Pour moi, il n'y a aucun défaut. Narrativement, tout est absolument parfait. On est dans une fluidité de lecture. J'adore quand il fait ça. On est dans une variété de narration. On est sur des changements de rythme. C'est absolument virtuose. Voilà, pour moi, cette œuvre condense très intelligemment le génie, s'il en est, de Menu. Voilà, après avoir dit que c'était un affreux boomer, je dis maintenant que c'est un génie. Mettre les deux à la fois. Hein. Non, c'est absolument pas un affreux boomer. Je fais pas partie de ces gens qui font des sorties réactionnaires sur Facebook. Dieu sait qu'il en fréquente, hein. Ou qu'il en a fréquenté. Ça veut dire on balance des petits fions sans savoir que personne sache. Tout le monde peut imaginer de qui on parle. Bon, écoutez, voilà. J'espère que ça vous a donné envie de le lire, parce que ceux qui aiment de base ce genre de truc l'ont déjà lu. Et je sais que quand je montre à mes étudiants, assez souvent il y a un pas de recul. Ah ouais? Je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est la densité du truc? Parce que je pense que c'est hyper intimidant, tu vois, quand tu regardes la double, là, tu vois, avec le recul de la caméra, et tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe mon ici? Dieu, tout ça à lire. Et moi j'adore quand ça foisonne, quand t'as 1 milliard de traits et tout, quand t'as des frises décoratives, ce genre de truc, qui est un truc que je fais pas du tout d'ailleurs moi personnellement. Mais... Robin a complètement raison. Oui. Robin a dit, ce qui est intéressant, c'est que son approche du vinyle se rapproche pas mal de celle qu'il a du livre-objet, et il a vraiment une défense politique de ses supports. Complètement. C'était juste pour pas tactile, quoi, pour ne pas dire que du bien, mais ma passion de JC Menu n'a de limite que le fait que je le connaisse pas. J'ai échangé 2-3 mails avec lui quand je faisais mon mémoire sur les cartes à collectionner. Parce que il avait édité avec Lasso un album de cartes à collectionner, que je vois très bien, qui était une catastrophe financière, d'après ce qu'il m'a dit, et qui est complètement épuisé, qui est impossible à trouver parce que c'était réservé aux adhérents de Lasso à l'époque, c'était des cadeaux. Et j'étais est-ce que vous pourriez m'envoyer des infos sur ce truc-là et tout. Bon, il n'avait pas eu le temps. Mais, et j'avais fini par lui envoyer mon mémoire d'ailleurs, il me semble. Je pense que... Mais je crois qu'il l'a pas lu. Hein. Non, il a dû voir le truc et il a dit oh putain, fais chier. Voilà.
À combien on en est là? Oui, on va voir, il est 17h12, je peux rester encore un quart d'heure, facile. Eh ben cool. Très bien, vas-y, à toi. Alors, oui, on va voir, qu'est-ce qui nous reste? Ah, alors, j'ai envie de montrer un truc pas connu, surtout si c'est un des derniers livres que je montre. C'est tellement pas connu que j'ai dû l'acheter d'occasion, et du coup, c'est un livre réformé d'une bibliothèque. J'ai pas mal de trucs comme ça dans ma bibliothèque personnelle. Donc, c'est le livre jaune, un ami nommé Jacques Thibault, de Fumiko Takano. Fumiko Takano. Je la connais pas encore très bien, cette autrice. C'est une autrice qui, malheureusement, n'est pas hyper bien connue. Ouais. Et pourtant, fait partie de ces autrices de manga qui vraiment, je trouve, sont renversantes. Alors, je vais vous montrer un peu des images. Ça y arrive pas, voilà. Alors, c'est pas très parlant là pour le moment. Voilà, ça y est, on y arrive. Elle a un dessin qui est à la fois synthétique et complexe, des compositions qui sont intéressantes. On sent la plume glisser quand on voit ces dessins, c'est absolument incroyable. Et le découpage est hyper fluide, les histoires se lisent beaucoup trop vite alors qu'on devrait rester sur le dessin. C'est vraiment... Ah, voilà. Alors, par exemple, un truc comme ça. Ah merde, la mise au point, shit. Ah non! Donc je m'extasie sur un truc depuis tout à l'heure. Ouais, voilà, ça y est, voilà. Donc voilà, là, une belle compo là par exemple. Je vais remontrer la page du début que je trouve vraiment chouette. Voilà. Avec cette case ou cette case là. Des espèces d'essais, là, des expérimentations avec la trace de la main sur le dos. Ah, c'est ouf, hein, c'est vraiment magnifique, ouais. Et c'est des histoires très délicates, très mignonnes, avec notamment donc cette histoire qui est la première en fait, qui prend son nom, qui est un ami nommé Jacques Thibault, qui est une étudiante qui lit donc un ami nommé Jacques Thibault, qui est un bouquin d'un Français que je connaissais absolument pas d'ailleurs. Et donc pendant sa scolarité, et ça lui donne une perspective sur sa vie, ses ambitions, ce qu'elle a envie de faire plus tard, ce genre de choses. C'est hyper beau, J'adore incroyable. Et moi, c'est des trucs que j'adore, et je trouve que c'est dramatique que ce soit méconnu. C'est le moment où le manga est extrêmement manga. Donc ici, on retrouve vraiment des grosses références et de l'amour à Tatsumi notamment, mais en même temps, ici, on a des grosses références à la bande dessinée américaine et au cartoon. Et c'est un truc que je trouve dommage dans une espèce d'obsession d'édition où il faut de la normativité du mainstream, mais bon, après je tape, on enfonce des portes ouvertes, mais justement, toujours ravi de voir que le manga indé ne mourra jamais et qu'il y a des choses. Donc Robin Dick, c'est un truc qui a été édité, l'autrice n'a qu'un livre qui a été édité en France et tout le monde adore et on manque le reste. Exactement, malheureusement. Et alors je pense qu'on est quand même hyper chanceux parce que moi j'en ai discuté avec des auteurs américains sur Twitter. Qui ont acheté des bouquins au Japon et qui ont absolument rien traduit dans leur bibliothèque. On a au moins celui-là qui est édité correctement. Vous vous rappelez sans doute tous de cette collection de Saka qui est absolument incroyable, où il y a des tonnes de trucs absolument géniaux. Et je pense que les mecs étaient beaucoup trop ambitieux par rapport au moment où ils ont édité ça. On les a trouvés dans les librairies d'occasion pendant des années et des années, ces trucs. Moi, c'est un peu connoté des trucs un peu middle pour moi, cette maison d'édition. Il y avait des trucs hyper nazes, et il y avait des trucs vraiment super ambitieux au milieu. Enfin, il y avait plein de trucs. Et moi, je sais que j'ai acheté des tonnes de leurs bouquins d'occasion après. Là, c'est une espèce de petite romance entre deux employés de bureau. Alors, regardez cet enchaînement là. Donc là, on a le chant, le contre-chant et la collègue qui arrive. Qui rentre qui apparaît dans le champ, elle était hors champ. Ouais, c'est brillant. C'est genre, moi, ça m'a foutu un putain de frisson. Oui, ça fait ce truc-là. Mais moi, ça m'arrive en cours, je décris des trucs, je me suis mis dans des états de décrire les trucs. Parce qu'en fait, quand tu parles à haute voix, on n'a pas l'habitude, mais on est ému en fait. Hein. On adore vraiment la BD. Vous avez ici deux amoureux transis. On va être dans un état là après. Là. Enfin voilà, moi j'adore son boulot. Et je l'ai relu plusieurs fois déjà et j'ai l'impression de trouver des subtilités dans les histoires à chaque fois que je relis. Alors soit parce que j'ai ma mémoire de poisson rouge qui me joue des tours, soit parce que c'est hyper complexe et qu'il y a plein de niveaux. Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Du coup, c'est hyper agréable à lire. Voilà. Et alors la stylisation des personnages, c'est hyper cool. Elle publie pas énormément, je pense. Je crois qu'elle fait pas énormément de bouquins et elle a surtout fait des histoires courtes.
Donc ce qui était bien avec cette collection aussi, c'est qu'il filait une bio à la fin. Et Wikipédia n'a même pas fait l'effort de copier cette bio dans l'article. Il n'y a absolument rien sur l'article. Alors, voilà, donc le livre jaune, si jamais vous tombez là-dessus, en occasion, sautez dessus. Achetez-le, super truc. Bon, vous aurez peut-être une édition avec moins de code barre et de film plastique dessus que moi, mais je suis sûr qu'elle sera bien aussi. Bon, on va vers la fin, là, c'est ça. On s'en fait un dernier. Un dernier, bon, allez. C'est l'heure de l'autopromo. Ah, tiens. C'est l'heure de l'autopromo. Et surtout, c'est une dédicace à Lucie. Là. Voilà, je ne l'ai pas fait la semaine dernière, on le fait cette semaine. Bon, Lulu d'Elisabeth Holville, qui a été... Pourquoi c'est l'autopromo? C'est parce que j'ai édité ce livre dans la structure que je maintiens de main de mousse depuis quelques années. Vous pouvez toujours les acheter sur Internet pour soutenir évidemment tout type de création autour de ça. Et si vous avez envie de soutenir Club Distro notamment, ça participe évidemment. Donc n'hésitez pas. Vous avez ici une version que j'aime particulièrement, qui est une version avec une couverture en sérigraphie. Honnêtement, je vais me flatter, mais c'est un travail énorme qu'on a fait, qui est imprimé par Pierre Fédy. C'est un boulot titanesque. On vendait le livre moins cher qu'on le vend maintenant avec la couverture en sérigraphie. Je crois qu'on était franchement cons. Le tirage est absolument somptueux, l'impression est ultra douce et le dessin d'Elisabeth et la couleur d'Elisabeth est comme à son habitude absolument brillante. C'est vraiment très fort. Alors Elisabeth, c'est une jeune autrice qui a produit donc 2 livres, dont celui-ci en tant qu'autrice, mais qui a fait plusieurs choses à droite à gauche, notamment un bouquin didactique sur l'évolution, qui sont des choses moins connues, et puis un livre qui n'a pas été édité chez Biscotto. Et ça, c'est son premier recueil de bande dessinée. Et ici, vous avez une série d'histoires. Alors aujourd'hui, comme on a décidé de compiler les auteurs, j'ai pas pu parler de ce qui est pour moi mon recueil favori d'histoire, c'est Telle forme de crypte et Creepy. Voilà. Le sale hipster que je suis. Voilà, et que j'adore, les histoires d'horreur américaines. Il y a aussi plein d'histoires d'horreur japonaises qu'on n'a pas montrées. Peut-être que si on a un dernier shot, je les montrerai. Ici, donc, on a une série de petits contes fantastiques, au sens vraiment premier du fantastique, où l'apparition du fantastique est vraiment difficile à déceler. Parfois, et c'est là où cette œuvre est pour moi vraiment brillante. J'ai beau l'éditer, il y a des choses que j'ai éditées où j'ai du recul dessus, autant à chaque fois que j'ai relu ce bouquin, l'émotion est toujours telle. Le dessin a ses imperfections, mais il en fait ses forces. Le seul truc que je dirais pour la critique, parce qu'après je vais être dithyrambique, c'est que je pense qu'il y a 2-3 trucs. On voit que c'est une œuvre débutante de BD et elle fait des trucs ambitieux en termes de découpage, et que de temps en temps, à la toute fin du bouquin, il y a un ou deux moments où on bute un petit peu et il faudra revenir en arrière. Mais à une époque, c'était quelque chose d'absolument habituel. Maintenant, on a l'habitude. La méthode est quand même beaucoup plus fluide. Mais ça sera pour la critique. Et ensuite, pour le dithyrambique, c'est la virtuosité avec laquelle les histoires s'enchaînent. Les 4 histoires sont extrêmement émotionnelles, extrêmement puissantes, et en même temps, une va être fantastique, l'autre ne va pas forcément l'être, et puis celle d'après, c'est le pierre feuille ciseaux. Vous savez pas où vous en êtes, elle vous a vraiment perdu. Et c'est hyper fort. Et la dernière, et ce qui connecte les 4 histoires, c'est ce chat qui est le narrateur de cette histoire, et la dernière histoire concerne le narrateur. Pour moi, c'est un masterclass, ce bouquin. C'est masterclass de qu'est-ce qu'on peut faire sur un premier livre, qu'est-ce qu'on peut faire dans un fanzine. Je suis très très fier de l'avoir édité, mais je suis relativement convaincu de la très grande qualité du contenu, quoi. Donc, et c'est pour ça que on n'a pas hésité à le rééditer, et que c'est pas voilà, c'est le best-seller
C'est le best-seller, c'est notre seul. On vend que ça. Hein. On vend ça et un bouquin extraordinaire de Zadkokar, mais qui est plutôt une espèce d'œuvre expérimentale, moins accessible peut-être. Plus unique, oui, plus parallèle. Vous voulez être dans la tête de Zadkokar, lisez ce truc et vous serez très bien. Là, on est sur un truc où j'ai aucune hésitation à n'importe qui dire ça va vous plaire. En fait, avec Elisabeth, en fait, t'as un truc. La lecture est hyper fluide et le dessin a ce côté fluide aussi en même temps. C'est marrant, ça s'accorde vachement bien. Et là, c'est marrant parce que du coup, tu la vois encore pas complètement à l'aise avec tout au niveau graphique et tout. Il y a des trucs, voilà, qui sont un peu. Tu vois. Il y a des choses. Tu sens qu'elle s'aventure dans des trucs qu'elle ferait peut-être plus maintenant ou qu'elle ferait différemment en tout cas. Du coup, c'est hyper intéressant. Et donc du coup. Ouais, on sent en plus l'affinité avec cette ambiance fantastique, les dialogues entre les personnages, les personnalités que tu vas retrouver après dans l'été fantôme, etc. Enfin non, c'est vraiment... c'est un super bouquin, quoi. Et bon, faut que je le relise parce que je l'ai lu il y a longtemps maintenant. Et voilà, quoi. Voilà. Et puis ce noir, là. Bonne utilisation du noir, quoi. Moi, quand il y a des aplats de noir, je suis content. C'est ça. Et puis tu peux lui faire confiance pour en mettre, donc c'est bien, quoi. Enfin, moi, je suis content. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est un beau livre, et puis je pense que c'est une belle rareté, je me suis dit au final. Et un truc important aussi, je trouve qu'on peut noter aussi, c'est qu'elle a un beau lettrage aussi. Elle a un lettrage qui est agréable. Alors là, on voit, il y a des trucs qui sont un peu maladroits, là, il y a des trucs qui sont tassés et tout. Mais genre, c'est le début, quoi. Oui, non, mais tu vois, c'est genre si tu voulais vraiment chipoter, quoi. Ouais, bien sûr. Mais le lettrage est agréable, ça se lit bien et tout. On reconnaît sa patte de lettrage aussi. Je pense que si tu me donnais du texte d'elle à part, je pense que je saurais effectivement. Elle a sa graphie, quoi. Et ça, c'est hyper important en bande dessinée aussi. Bon, on en a peut-être pas beaucoup parlé parce qu'on avait quasiment que des traductions, là. Mais... Ouais, le lettrage en bande dessinée, c'est quand même le truc que en fait, vos lecteurs ils vont le plus regarder, quoi. Oui, au final, c'est con, hein, mais c'est pas faux. Bien lettrer sa bande dessinée, avoir une bonne typo, c'est hyper important. Hein, tu peux pas. Et on sent que Elisabeth, elle a travaillé sa typo. Elle a un truc qui est lisible, qui est clair, qui est beau et qui va bien avec le dessin. C'est très familier, dit Lucille. Mais c'est exactement ça. C'est une des grandes forces d'Elisabeth, c'est de vous donner l'impression que vous êtes à ses côtés, quoi. Vous vivez les trucs. Ouais. C'est une bande dessinée très contemporaine pour ça. C'est quelqu'un qui simule très bien l'autobiographie. Ça fait partie de ces gens qui ont vraiment à cœur ce slice of life. Ouais. Et on est vraiment projeté dans des univers. Et là où c'est vraiment brillant, c'est que comme c'est des récits fantastiques, c'est du slice of life avec un tout petit peu de fantastique et qui fait que on est sûr qu'on n'est pas dans son propre slice of life et qu'on est complètement dans la création. C'est pas le genre à faire du fantastique comme Hellboy pourrait en faire avec des monstres, une agence, tu vois ce genre de truc. C'est à deux doigts de la fantaisie, cette approche. Ce sera toujours une approche par le quotidien. Enfin, j'ai l'impression en tout cas par le quotidien, par les gens, par les. Non, plus Hellboy c'est un mauvais exemple en plus. J'ai donné un mauvais exemple. Oui, parce que Hellboy c'est vraiment. Je pense qu'on pourra en parler un jour. Mais il y a vraiment un côté, effectivement, c'est intéressant que tu dises ça. Il y a vraiment un côté d'approche via la vie des gens. Ouais, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de son boulot. On fera un interview un jour et puis c'est vraiment le prochain livre. Là, j'adore teaser ce livre. Le prochain livre ne déroge absolument pas à la règle, en aucun cas. Le bouquin qui était chez Biscotto, effectivement, sortait un peu de ces carcans-là. Même si c'était assez drôle, c'est que c'était un truc de SF, c'est un bouquin de SF. C'est très drôle, le pitch est génial, ça va vous donner envie de le voir. C'est l'histoire d'une petite fille qui, en fait, sa mère se marie avec un extraterrestre, un blob, et son demi-frère, c'est un blob. Donc maintenant, elle doit vivre avec un blob. Oui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est dans le quotidien et puis on part on est dans le quotidien et puis la science-fiction apparaît dans le quotidien comme si c'était normal. Et il y a ce truc hyper naturel chez Elisabeth où elle s'approprie le quotidien, elle nous en fait elle le connaît à la perfection, elle le retranscrit à la perfection. Les dialogues, beaucoup travaillé avec elle et les dialogues, je sais que c'est quelque chose sur lequel sa façon de travailler est brillante. Enfin,
Je trouve qu'elle est exemplaire sur les dialogues. Elle fait partie de ces gens qui, depuis toujours, ont un dialogue qui est fluide. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je me trouve pas trop mauvais maintenant, mais j'ai mis beaucoup de temps à en arriver là, tu vois. Et c'est dur d'avoir du recul sur ce genre de truc en tant qu'auteur, sur ses propres dialogues que tu écris pour tes personnages et tout. Quand tu as des gens qui sont doués comme ça, c'est vraiment c'est cool, quoi. Ouais, carrément. Et alors, pour répondre à la question de Robin, ça va être publié du coup. Pour l'instant, clairement non. Il y a eu des litiges. Pour pas rentrer dans les conflits, mais ils lui ont demandé de tout redessiner. Ah ok, d'accord. Elle a dit nope. Oui, j'imagine. Ouais, vaut mieux pas redessiner les trucs qu'on a déjà fait. Ils ont dit non, mais il suffit juste que tu rotoscopies. Ouais, enfin bon. Est-ce qu'on peut teaser peut-être la deuxième partie qu'on fera avec moi, je vais montrer un dernier petit truc quand même. Si tu m'y autorises, tu me laisses faire une petite t'as un peu de temps. Ouais. Bon, non, mais parce qu'on parle, parle de recueil d'histoire. Et on parle de recueil d'histoire et on va pas parler du patron. Junji Ito, on en reparlera, on fera un truc spécial horreur. Voilà, c'est un artiste que maintenant beaucoup connaissent. Il y a énormément de choses à lire. Ça serait génial de faire des compilations. Tout ne vaut pas. J'en ai pris un duquel j'ai le bon souvenir. C'est un artiste hors du commun, c'est quelqu'un qui ne fait que des histoires courtes, et même les histoires apparentes et longues sont des compilations d'histoires courtes. Oui. Tomie et Spiral, c'est des compilations d'histoires courtes mises entre elles. Oui, qui avec un fil conducteur, mais qui est assez lâche finalement, quoi. Enfin, dans Tomie, le fil conducteur, plus dans Spiral que dans Tomie. Dans Spiral, c'est Spiral, il y a une progression, il y a une trame, et à la fin il y a même une conclusion, il y a des héros, etc. Il y a une récurrence. Alors que Tomie, c'est plus relâché, je dirais, à ce niveau. Tomie, c'est Tomie. Oui, voilà. C'est Tomie qui revient dans différents contextes. Il y a un moment où je crois qu'il y a un mini arc, genre en mode, il y a genre un moment où il y a des personnes qui ont failli réussir à tuer Tomie. Puis le tome d'après, hey, Tomie est de retour. Quelle surprise de gens. On s'y attendait pas. Tomie, c'est génial par contre. Allez lire quand même Spiral aussi, chef-d'œuvre s'il en est. Même si je vous ferai quand même la critique abrupte de la structure. On voit que c'est quelqu'un qui est très fort sur le truc à court terme. Et personnellement, je vais le dire une fois de plus, ce sera mon truc réactionnaire. Le système éditorial japonais édite très mal les histoires longues. A beaucoup de mal à créer des histoires longues. Je suis ravi de te regarder de te voir faire cette tête. Ce sera ma dissidence, c'est ma nouvelle position sur Internet. On va faire du bad buzz comme ça. Je dirais du mal de choses que les gens adorent. Et justement, Junji Ito est absolument virtuose dans des histoires courtes, ultra fonctionnelles, avec un dessin extrêmement beau, extrêmement marqué, extrêmement personnel. Les histoires sont toujours ultra surprenantes. Si vous aimez les histoires originales, allez-y à fond. Il y a très peu de chances, vous voyez, que vous puissiez deviner de quoi il est question. C'est toujours plus fou, les histoires les unes après les autres. Il y a énormément de choses incroyables, notamment un truc que j'adore, c'est les villes où ça se passe et les personnages principaux se ressemblent tous énormément. Mais ça, c'est un truc de dessinateur, c'est-à-dire que les dessinateurs, souvent, ils n'ont pas des gammes infinies de personnages. Et Junji Ito, il en a fait une force. Enfin, je trouve que de cette faiblesse découle pas du tout une faiblesse, et ça devient une espèce de truc où on a l'impression que c'est les mêmes personnages, moi c'est la sensation que ça me fait, sont emprisonnés dans une faille constamment. C'est un peu tous les jours ils se réveillent et puis ils vont vivre un truc encore plus horrible, ils vont être poursuivis par des hommes scolopendres, et puis ensuite il va y avoir une chanson maudite qui va les posséder, etc. Très bonne nouvelle sur Junji Ito, ces trucs vont enfin être réédités en France. Hein. Ah oui, ouais, ça y est, ça va enfin, je pense cette année, là, il y a des trucs qui vont à nouveau ressortir, alors que pendant hyper longtemps, quasiment tout était indisponible. Donc, il y a une petite blague là. Rapport Racine Ouais, par rapport, je pense, à Biscotto. Ah oui.
Non mais voilà. Donc voilà. Ouais, non mais ils font des choses bien. Tu vois, je l'ai pas lu celui-là et en plus j'ai pas de Junji Ito dans ma bibliothèque. Et, Ouais. ça va être l'occasion de foutre des trucs dans la bibliothèque de Junji Ito quand ils vont enfin rééditer. Ah oui, ouais, cool, ouais. Parce que moi j'avais tout collectionné, mais t'as bien fait, hein. c'est un nom de ma vie où à chaque fois que j'entrais dans une librairie, c'était ça que je cherchais, je chinais, Ouais. et j'en ai perdu la moitié, j'en ai donné la moitié à droite à gauche parce qu'il Ouais. fallait faire découvrir. À l'époque, les gens ne connaissaient pas, maintenant Ouais. c'est connu. Mais ouais, Junji, bah, c'est cool s'ils rééditent tout, et je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont rééditer. Ma première expérience de Junji Ito, alors je sais plus si c'était aussi vieux que le lycée, mais quelque chose comme ça, c'est lire une de ses bandes dessinées sur internet et le truc avec la falaise. C'est la falaise avec les formes de gens. Ah, ça me dit rien. Tu l'as pas vu celui-là? Ah bah si, peut-être, mais il y en a beaucoup. Hein, Il y a des une histoires. falaise comme ça qui s'est décalée un jour et il y a les silhouettes de personnes en creux à Ah ouais, l'intérieur. c'est fou, ouais. Et c'est hyper flippant. J'ai lu ça, ça m'a foutu les glandes pendant 3-4 jours, je crois. Et après, t'as peur de relire une bande dessinée et t'as peur de relire des trucs après. C'est vraiment. Ah, Janzé? Oui, Janzé. J'avoue que j'en sais. Janzé revient, ils sont devenus fous. Voilà, bon, je pense qu'on a Bah, fait on va le s'arrêter tour, là, ouais, ok. carrément. Et puis, on vous garde des trucs pour la prochaine fois. Il y a moult choses pour la prochaine Ouais, fois. ouais, là j'ai encore 4 bouquins, moi. Pas que des japonais, mais presque. Et peut-être que je vais en retrouver d'autres entre temps. J'irai peut-être à la médiathèque pour retrouver les trucs que j'ai lus, mais que j'ai pas, que je peux pas avoir. Et toi, t'as une pile gigantesque à côté. Moi, j'ai une pile ouais, qui était déjà une sélection, histoire courte. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ouais. On va continuer à faire ça. Dès la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, ça sera spécial Centrale Vapeur. Donc Ouais. on aura on fera la même chose, mais avec les bouquins de Centrale Vapeur. Exactement. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour la suite, bah, ça va continuer ailleurs, que ce soit sur ma chaîne ou sur une chaîne qu'on va créer pour l'occasion. Ouais. On parle aussi d'une chaîne YouTube. Oui, pour au moins avec archiver les lives qu'on fait au fur et à mesure. Moi, j'ai archivé tout ça, donc on va pouvoir les mettre en ligne, normalement. Très bien. Et puis voilà, j'en appelle à nos 4 amis dans le chat pour leur dire que leur participation est la bienvenue. S'ils veulent, je sais Ouais, que bien sûr. Lucille semblait tenir à notre sélection, donc qu'elle n'hésite pas à nous envoyer, à nous faire des propositions sur des thèmes et même sur des bouquins. Ouais. Parce que je pense que la formule est aussi amenée à évoluer, parce que là pour l'instant on parle de nos Ouais, bibliothèques. ouais. Bah ouais, On va pas je pense parler à un de ça moment, on encore. va finir par arriver au bout des étagères et puis on se demandera bien de quoi on pourra parler. Mais là, pour le moment, ouais, voilà. On parle fait de nos nos trucs. Voilà, mais ça sera un plaisir. En tout cas, on verra pour la suite. Bon, écoutez, Ouais. on tease pas trop. On va reparler de ça plus tard. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour un Gartic géant. Soyez présents Oui. à 20h.